Bogdan Obraz, bonjour. Bonjour. Bienvenue, Bonjour. vous êtes écrivain ukrainien, membre de l'association Aide médicale et caritative France-Ukraine. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors effectivement, vous résidez en France depuis 12 ans maintenant, oui, d'origine ukrainienne et vous résidez en France du coup depuis 12 ans et vous deviez retourner en Ukraine lorsque la guerre a éclaté là-bas, c'est ça? Absolument, j'ai pris des vacances pour aller voir mes proches, mes amis et surtout mes éditeurs pour en discuter sur les modalités de communication de mon second roman. Et donc en plus il y avait des vols très bon marché et finalement les vols étaient annulés et justement la guerre a débuté jeudi. Vous ne vous y attendez pas du tout à ce moment-là? Absolument pas. J'avoue, j'étais au mois de janvier, mais pour un triste événement pour les funérailles de ma mère, mais j'ai pas vu cela passer. La ville était en pleine réjouissance de Noël et de Nouvel An. Elle était très belle. Il y avait plein de cafés. Les gens sortaient. Donc pourtant déjà l'Ukraine était entourée. Vous avez des nouvelles depuis de vos proches, j'imagine, très régulièrement? Oui, je veux vous dire que le mot comment ça va, c'est la question la première, ouais. Oui, et on pose à chaque fois. Aussi, on essaie juste, parfois on peut pas toujours poser cette question, donc on regarde juste si les personnes sur les réseaux sont actives, s'ils sont en ligne, s'ils posent des questions, s'ils posent des publications, même s'ils mettent des j'aime ou bien même s'ils suivent mes stories, ça donne espoir. Parce que vous avez une inquiétude pour vos proches là-bas, je sais pas dans quel coin de l'Ukraine ils sont, mais est-ce qu'ils sont sur des zones peut-être potentiellement de combat? Vous avez cette inquiétude très forte? C'est vrai que la majorité, donc ma famille et mes amis proches, c'est Kiev, mais j'ai des amis et des connaissances un petit peu partout en Ukraine. Et effectivement c'est inquiétant. Quels sont les échos que vous avez de votre famille par rapport au quotidien? C'est la résistance. Depuis jeudi. C'est la résistance. Bien sûr, il y a une certaine peur, mais c'est la résistance. Les gens se sont réunis pour combattre la Russie de Poutine. Et justement, quand on voit que les gens, les mains vides, en chantant l'hymne ukrainien, ils essaient de bloquer les chars russes, c'est quand même un moment très émouvant. Vous vous renseignez d'ailleurs pour éventuellement rejoindre l'Ukraine un moment, un jour? Pour l'instant, c'est une question que je me pose, mais c'est difficile d'y répondre actuellement. En tout cas, vous êtes engagé dans une association d'aide médicale et caritative entre la France et l'Ukraine. Vous sentez qu'il y a une mobilisation qui s'accélère finalement autour de ce conflit et justement en soutien à votre pays d'origine, l'Ukraine? Absolument. Donc c'est une association aide médicale et caritative France-Ukraine qui a été créée en 2014 suite au Euromaïdan, donc la révolution de dignité en 2014. Et c'est vrai que depuis le début de la guerre, on a énormément de demandes justement comment aider les Ukrainiens, comment apporter une aide médicale, comment apporter une aide humanitaire. Donc effectivement, je vous invite à aller sur notre site amc.ukr.fr. Justement, c'est pour apporter l'aide médicale, les médicaments. Puis là, je peux vous dire que sur Paris, on a des récoltes de matériel humanitaire, et même des couches pour les enfants, des jouets pour les enfants. Donc on peut les apporter dans les églises ukrainienne, donc 6 rue de Palestine, c'est au Jourdain, et puis à l'église Saint-Volodymyr-le-Grand à côté de Saint-Germain, donc 51 rue de Saint-Père. Et également, nous avons créé un site qui s'appelle Shelter for UA, donc Shelter 4 UA, c'est justement là où les Français peuvent donner leurs coordonnées, s'ils peuvent accueillir des réfugiés, mais également apporter de l'aide, c'est traduction, aide juridique, soutien psychologique. Bogdan Obraz, est-ce que vous vous attendiez à une telle mobilisation de tant de pays justement pour soutenir l'Ukraine? Déjà, je ne m'attendais pas à la guerre, mais c'est vrai que quand c'était le Euromaidan, nous étions plusieurs centaines à protester. Quand c'est la guerre, j'ai vu des milliers. Notamment personnellement, j'étais à Marseille lorsque ça a débuté. Il y avait au moins 500 personnes dans le Vieux-Port. Et à Paris, je sais qu'il y avait plusieurs milliers à Place de République ou Place Saint-Michel fin de semaine dernière. Et justement, les gens ne restaient pas juste dans les cafés. Ils venaient soutenir les Ukrainiens. Ils parlaient, ils proposaient leur aide. Et il y avait une certaine solidarité et mobilisation pour mon pays. Merci beaucoup. Bogdan Obraz, alors pour ceux qui ne nous suivent pas sur YouTube et qui ne voient pas la vidéo, pour le coup, vous avez alors le symbole, il y a le drapeau bleu, blanc, rouge sur le pull et puis l'écharpe ukrainienne.
Oui, tout à fait, c'est la solidarité France-Ukraine. Oui, bien sûr. On va faire réagir alors nos chroniqueuses qui sont avec nous, Lydia Guirous dans un instant, et puis Elisabeth Lévy, vous entendez le témoignage à l'instant de Bogdan Obraz. Qu'est-ce qu'il vous inspire ce témoignage, notamment vis-à-vis de la solidarité aussi en France, hein, vis-à-vis des Ukrainiens? Bon, non, mais ça, évidemment, on peut se réjouir, si vous voulez, de ces mouvements du cœur. Simplement, les mouvements du cœur peuvent aider dans une situation d'urgence. Ils règlent rien politiquement. Bien sûr. Si vous voulez, je crois. Moi, je me méfie, si vous voulez, aussi de trop d'émotions et de pas assez de réflexion. Je parle pas des gens. Hein, c'est normal que les gens se mobilisent. Ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est pour parler un peu politique. Excusez-moi, votre prénom, je l'ai pas entendu au début. Alors c'est Bogdan. Voilà. Bogdan. Et d'ailleurs, c'est frappant parce qu'on voit bien que les Ukrainiens et les Russes, ils ont le même genre de prénom. Et je voulais savoir si pour vous, comment vous voyez le point de vue russe. Alors, je parle pas si vous voulez, de la rhétorique très années 60 de Vladimir Poutine, la dénazification, etc. Est-ce que vous comprenez les inquiétudes russes? Par ailleurs, je veux dire, sur le long terme, mais est-ce que pour vous... J'imagine que vous avez des amis russes, du reste. Oui. Mais je veux vous dire qu'encore une fois, on ne dit pas juste la Russie, on utilise le mot la Russie de Poutine. Et justement, c'est la Russie de Poutine qui attaque sur la liberté, sur la dignité, sur la démocratie. Effectivement, les Russes qui sont en Russie, ils se posent la question, mais pourquoi on commence à vivre pas comme avant? Pourquoi on peut plus voyager comme avant? Pourquoi les Ukrainiens nous regardent avec méfiance? Pourquoi on a le niveau de vie qui baisse? Justement, la réponse, c'est Poutine. Qui a attaqué l'Ukraine en 2014 et qui a envoyé l'Ukraine complètement là. Est-ce que vous, juste une autre question, pardonnez-moi, est-ce que vous avez des amis dans les régions russophones? Oui, tout à fait. Parce que j'ai cru comprendre que, contrairement à ce qu'on pouvait croire de loin, les Russes n'ont pas vraiment été accueillis très bien là-bas non plus, en fait. Non, ça aussi, on parle de politique, parce que je peux vous dire, je venais souvent en Ukraine et il y avait quand même une large possibilité pour la langue russe. La presse était en russe, on entendait le russe à la radio, à la télé, et pardonnez-moi l'expression, mais parfois même les gens qui parlaient russe étaient mieux accueillis que les gens qui ne parlent pas français dans certains bistrots à Paris. Est-ce qu'on avait ce matin une Russe qui vit en France et qui disait que forcément ils allaient subir des dommages collatéraux? Qu'est-ce que vous avez à en dire par rapport à ça? Quand je regarde les dommages que subissent mon peuple ukrainien, effectivement, quand je vois directement les missiles qui s'abattent sur les villes, sur les cités dortoirs, sur les résidences, sur les hôpitaux, sur les orphelinats, quand il y a des femmes et les enfants qui meurent, donc il faut agir. Bogdan Obraz, je rappelle, vous êtes écrivain ukrainien et vous nous faites le plaisir d'être avec nous sur Sud Radio jusqu'à 9h. Une réaction à Lydia Guirous, vous vouliez justement réagir aux propos qu'on entendait. Oui, moi je voulais vous demander, est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez l'espoir que les Russes s'opposent à cette opération militaire qui est dirigée par Vladimir Poutine, se mobilisent, même si c'est très difficile pour eux parce qu'il y a des menaces très fortes de répréhension, on a vu qu'il y a déjà eu des arrestations. Est-ce que vous pensez que par un mouvement en faveur de la paix et de la désescalade, les Russes peuvent réussir à arrêter Vladimir Poutine, sachant qu'ils vont aussi avoir des conséquences très lourdes sur leur niveau de vie? Oui, effectivement, mais vous vous souvenez, 2014, eux, ils sont 144, nous étions 40 millions, et finalement, on a pu arrêter le tyran. Donc, effectivement, on salue, on remercie tous les Russes qui s'opposent à cette guerre, qui sortent manifester, qui vraiment proclament leur chant de liberté et leur cri anti-guerre en Ukraine. Donc, effectivement, c'est pour ça que si tous les Russes qui sont en France et en Russie m'entendent, s'il vous plaît, aidez-nous à protester, à tenir et surtout, vraiment... Rangez-vous du bon côté, c'est ça que vous voulez dire. Alors, il y a d'une part ces manifestations résister. avec des centaines d'arrestations qui ont déjà eu lieu en Russie. Mais alors, il y a cette stratégie aussi de l'Europe, de jouer plus peut-être sur la question économique, financière, et notamment vis-à-vis des oligarques. Ce sont peut-être via eux que finalement l'Europe
va réussir à faire céder Poutine. Vous le sentez aussi comme ça, les oligarques ont ce pouvoir-là, finalement, face à un Vladimir Poutine, de faire en sorte qu'il recule là-dessus? Ce n'est pas exclu parce que c'est vrai que les oligarques russes se sont installés, disons, dans les années 2000, quand tout allait bien, enfin, entre guillemets. Et donc, effectivement, quand ils vivent leur confort baisser, quand ils vivent leurs millions baisser aussi, donc ils se posent la question. Effectivement, espérons qu'il y aura aussi un groupement qui va être contre Poutine. Et on est en train de les branler un petit peu partout, par les oligarques, par l'Europe, par aussi les Russes qui manifestent. Donc, il faut continuer à branler. Ouais. Oui. On en parlera d'ailleurs sur la question des oligarques avec Eric Revel qui est en train de me dire qui est en train de râler là, parce que du coup, justement, lui, il a une réponse à apporter aussi sur ce sujet. Pourquoi est-ce qu'il râle? Mais non, mais juste en rigolant, bien sûr, Elisabeth, voyons. Il trépigne, pas il râle. Il nous fasse des crêpes. Eh ben oui, on lui demandera. Il est là, je crois, Eric Revel. Vous êtes là, Eric? Oui, bien sûr. Eh ben voilà. Bien sûr, bonjour à tous. Justement, non, mais parce bonjour, que la question des oligarques, elle est fondamentale. C'est même c'est le sujet de mon édito. Donc c'est pour ça que je râlais. Non, je trépignais la passion. Je vais parler des oligarques. Et nous, on a hâte de vous entendre aussi. On a hâte de vous entendre aussi là-dessus. Ça sera dans un instant sur Sud Radio. En tout cas, un grand merci Bogdan Obraz d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Écrivain ukrainien. On pense bien sûr aussi à votre famille encore bien présente. Sûr, et à tous les Ukrainiens. Et vos livres sont traduits? Merci. Oui, effectivement, c'est mon livre Kiev-Paris qui est sorti chez l'Harmattan en 2018. Ah ben voilà, il faudra l'acheter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, rester avec nous. Vous l'avez entendu, Eric Revel. Déjà dans les starting blocks, dans un instant, Revel en campagne, et on fait un point de météo et on fera bien sûr un point sur l'actualité. À tout de suite.